En compagnie de Serge Simon, vice-président de la Fédération française de rugby. Serge Simon, bonjour. Bonjour. Serge, merci d'accepter de répondre à nos questions qui sont nombreuses et d'actualité aujourd'hui. On va rentrer dans le vif du sujet. Interdire l'accès aux vestiaires, aux douches, aux buvettes, imposer des huis clos. Ce sont des mesures qui ont du mal à passer, hein, forcément, au niveau des clubs amateurs qui se soucient de leur survie aujourd'hui. Le couvre-feu a un peu des allures de coup de massue fatal. Qu'est-ce que tu en penses? Oui, j'avais déjà employé ce mot-là, je crois, pour la fermeture des vestiaires quand elle était décidée. Effectivement, une logique d'accumulation d'obstacles qui est terrible pour nos clubs et la fédération l'a dit et redit, fait un énorme travail au niveau des instances pour essayer d'inverser la tendance. Alors, deux choses un peu différentes. D'abord, la fermeture des vestiaires, il y avait un vrai paradoxe, c'est que le législateur, et je crois qu'on a participé à cette décision, a permis la reprise du rugby, progressive, mais au final a permis la pratique du rugby normal, y compris les matchs. Et donc il y avait un vrai paradoxe parce que ces décisions de maire ou de préfet venaient finalement contredire euh, euh, l'idée du législateur, c'est-à-dire d'autoriser nos clubs à jouer. Et peut-être, c'est ce qu'on disait, que les décideurs ne se rendaient pas compte de l'importance de fermeture, de fermer un vestiaire. On a essayé de leur faire comprendre que on n'y est pas parvenu dans tous les cas, mais que s'il n'y avait pas de vestiaire, in fine, l'activité du club s'arrêtait. Et c'est ce que confirment les dirigeants, même s'ils font preuve d'une agilité, d'une ingéniosité, à un moment donné, le froid, la pluie, enfin des choses très 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 banales font que la douche n'est pas un simple accessoire, mais ça fait partie de la pratique de pouvoir se changer à l'abri et de se doucher après. Euh, donc on a énormément fait passer de messages auprès soit des ministères, soit des super-préfets et des préfets, pour dire en gros, écoutez, la pratique du rugby ne commence pas au coup d'envoi, elle commence. Si on autorise les gens à faire des mêlées et à se plaquer, on doit les autoriser à être dans un vestiaire ensemble et à prendre la douche ensemble. Voilà, point. Sinon, c'est une incohérence, une absurdité euh, qui a des conséquences que peut-être vous n'imaginez pas. Alors, on a réussi à décoincer beaucoup de choses. J'aime retenir un chiffre, c'est qu'il y a 85% des rencontres qui se déroulent. Vous me direz, ça fait 15% des rencontres qui sont reportées, mais pour l'instant, on tient ce fil, on tient ce fil d'Ariane, hein, parce que c'est un peu ça, on est dans le noir, on est dans le brouillard, et on a ce fil d'Ariane dans la main qui est la volonté du président de maintenir la pratique et de maintenir la compétition autant qu'on pourra le faire, en étant républicain et respectueux évidemment des cadres qui nous sont imposés. Donc on tient ce fil, et tu as raison de dire que maintenant le couvre-feu dans 9 métropoles, eh bien c'est un obstacle de plus. Alors on travaille depuis cette décision-là, depuis l'annonce de cette décision-là, on travaille, j'ai une réunion à 12 heures de la cellule d'urgence Covid que je pilote, pour mesurer toutes les conséquences et essayer de trouver des solutions. Alors en gros, hein, pour des clubs territoriaux, euh, la reprogrammation des matchs fait qu'on pourra passer sous le couvre-feu, puisqu'on peut imaginer que les matchs soient programmés dans l'après-midi et que les clubs n'étant pas trop éloignés, encore une fois, d'un championnat territoriaux, ils ne soient pas touchés par le couvre-feu. Le problème c'est pas tant les rencontres en nocturne, puisqu'il y en a peu finalement, même en fédéral, mais c'est plutôt les clubs qui font 300-400 C'est km, ça. qui ont un match à 17 heures et qui vont rentrer donc après le couvre-feu. Et là, on a des situations qui sont complexes et qu'on est en train d'étudier. On attend la parution du décret parce que souvent le diable ou le salut se cache dans les détails du décret, pour savoir qu'est-ce qui serait permis. On sait qu'on n'aura pas de dérogation pour les clubs amateurs, mais il y a des cas ambigus. Il y a des cas de clubs qui ont des SASP, c'est-à-dire des sociétés anonymes des sportifs. Donc, ce sont comme les clubs professionnels qui, eux, rentrent dans la dérogation des activités professionnelles. Donc voilà, on a quelques cas qui pourraient être en notre faveur. On va y travailler dans quelques instants et informer nos clubs dans la journée.
plus globalement, malgré tout, on a des retours de présidents inquiets. Certains se demandent s'il ne vaudrait pas mieux, et je sais ton attachement au fait que le championnat puisse continuer, mais au fait éventuellement de suspendre provisoirement les rencontres. Est-ce que c'est quelque chose qui est envisageable aujourd'hui? Comme je te le disais, Sophie de l'Ariane, c'est maintenir autant que peut se faire la pratique et les compétitions. Si à un moment donné les choses n'ont plus de sens, si à un moment donné les choses sont trop compliquées, il est évident que c'est un scénario comme celui du reconfinement que personne ne peut écarter parce que c'est des spécificités de cette crise, c'est la totale incertitude qui pèse sur nous. C'est inédit ça. On est habitué aux crises où il y a une catastrophe ou un malheur, des conséquences et après on prend des mesures pour absorber les conséquences de la crise. Là, le problème de cette crise, c'est que les limites des conséquences sont sans cesse repoussées. On ne peut pas dire, on n'a pas devant nous un ennemi fixe. On a quelque chose qui change en permanence. Donc oui, le scénario du pire est envisageable, c'est qu'on soit tous reconfinés et qu'à un moment donné, on doive à nouveau arrêter toute activité, y compris la pratique. À l'heure où l'on parle, qui est une heure très brève, hein, c'est un temps très bref dans cette crise, le cap est donné par le président et évidemment on y adhère, maintenir la pratique autant que peut se faire, même dans la complexité et avec une philosophie de bienveillance et d'empathie pour nos clubs, c'est-à-dire pas de sanctions, pas de contraintes, essayer d'être le plus léger, le plus bienveillant possible dans ce contexte que les clubs traversent, et je tiens à le dire, avec une dignité et un courage, mais qui font à tous notre admiration. Voilà. C'est pas emphatique hein, ce que je dis, mais quand on pense à nos dirigeants, à nos dirigeantes qui sont bénévoles, qui font ça sur leur temps libre, qui ont déjà énormément de difficultés dans leur vie professionnelle, énormément de difficultés dans leur vie personnelle, comme tout le monde à cause de cette crise, et qui en plus sur leur temps libre, déjà s'occuper d'un club dans un contexte normal, c'est déjà beaucoup de complexité, mais là, dans ce contexte-là où, comme tu le disais, on rajoute des obstacles aux obstacles, il faut vraiment qu'ils soient passionnés de rugby, il faut vraiment que ce sport nous fédère de manière extrêmement forte pour qu'ils tiennent la barre. Et ils la tiennent, encore une fois, avec beaucoup de dignité, beaucoup de courage. Et la fédération, et moi personnellement, nous en sommes très admiratifs. Tu évoquais l'osmose qui régnait entre les instances politiques, sanitaires et donc la fédération. On a un peu le sentiment aujourd'hui que la volonté politique est moins forte d'accompagner le sport amateur en général et peut-être le rugby en particulier. Je ne sais pas si c'est une volonté, mais on a le sentiment en tout cas que ce n'est pas une priorité. Voilà. Alors on peut le comprendre, il y a plein d'autres priorités. Et l'échelle de priorisation appartient à celui qui la dessine, en l'occurrence le gouvernement. C'est vrai que moi je suis d'accord avec l'idée qu'il faut vraiment que les gens mesurent bien l'importance de ce pan de la société qu'on pourrait regrouper dans les activités sociales et culturelles. Donc j'associe le monde aussi de la culture, où ben voilà, c'est pas des choses qui semblent stratégiques ou avec une économie qui apparaît comme ça extrêmement vitale, mais je crois que si on regarde un peu mieux les choses, on mesure la puissance de la nécessité de ces activités, parce que c'est la cohésion sociale, parce que c'est l'unité de la nation, parce que c'est aussi de la santé publique. Le sport, revenons au sport, écosport, le sport, c'est aussi la lutte contre la sédentarité qui fait un décès sur 10 en Europe. Voilà, puisqu'on parlons de santé publique, la sédentarité tue une personne sur 10 en Europe à cause des facteurs de risque qu'elle entraîne, que vous savez, l'obésité, le diabète, etc., l'hypertension. Donc pratiquer une activité physique à travers des clubs ou pas, mais à travers des clubs aussi, c'est aussi un enjeu de santé publique, c'est un enjeu de cohésion sociale aussi. Et donc on a l'impression, et moi c'est ce qui me choque dans cette crise, que le Covid a absorbé tous les autres enjeux de la société. Voilà. C'est-à-dire qu'on ne s'occupe plus que de cela. Et on arrête des choses et ces arrêts ont des conséquences absolument incroyables, mais personne n'en parle. On parle que des conséquences du Covid, avec que des indices du Covid, de contamination, de contagiosité, etc., qui sont nécessaires. Et je suis un peu républicain, je ferai ce qu'on me dit et je fais ce qu'on me dit. Et ce qui est gênant dans cette crise, c'est qu'on a l'impression que plus rien n'existe. Que si on n'est pas malade du Covid, finalement, on ne sera plus soigné et il ne se passera plus rien.
Je crois que ça, c'est un questionnement qui nous touche directement, parce que, revenons à la question de la pérennité de la pratique, il est important qu'on mesure toutes les conséquences des décisions qu'on prend maintenant. On les prend uniquement sur la lecture des conséquences de la contagiosité et des indices qu'on nous donne de la pandémie, et il faut mesurer les conséquences sous d'autres indices. Et le sport, je le dis, c'est des enjeux de santé publique, c'est des enjeux de cohésion sociale, c'est des enjeux d'unité de la nation. Donc il faut aussi prendre en compte cela quand les décisions tombent de fermeture de ce lit, des vestiaires, des douches ou de couvre-feu. Voilà. On est en train de faire tomber des pans de la société, et ces chutes-là, pour moi, auront des conséquences, enfin pas pour moi, elles auront des conséquences, mais pour moi, ces conséquences sont peut-être aussi importantes, voire plus importantes, des conséquences directes du Covid. Voilà. Et j'aimerais qu'on soupèse les deux. Dernière question, on te libère parce qu'on sait que donc il y a une réunion importante à suivre. Là, tu viens de t'exprimer auprès du grand public. On a l'impression que le médecin a pris un peu le pas Oui. par rapport au vice-président. Mais là, je vais m'adresser au vice-président pour savoir Oui. une dernière volonté de ta part de t'exprimer auprès de toute notre communauté, de tous nos lecteurs du rugby amateur, de tous les présidents, les coachs, les joueurs, les joueuses, qui ont envie d'entendre ce que la fédération va faire dans les minutes, les heures et les jours à venir. Le message que je peux donner, et je te remercie de me permettre de le donner, c'est un message de bienveillance, d'admiration envers nos dirigeants, de bienveillance, et donner le cap. Voilà, rappeler le cap que nous nous sommes fixés, pour les raisons que je viens de dire, et là c'est le vice-président qui parle. Le maintien de la pratique et des compétitions nous semble un objectif prioritaire. On fait ce qu'on nous demande, on respecte toutes les consignes qui nous sont données, mais dans ce cadre-là, et même si ce cadre se restreint petit à petit, on le voit, on le sent, nous voulons maintenir la pratique, nous voulons maintenir les compétitions, nous voulons maintenir ce fil qui nous relie tous, cette passion qui nous relie tous, parce qu'on en a besoin, c'est un besoin vital de se retrouver dans nos clubs, de jouer, et parce que je crois que la société en a besoin. Donc c'est notre politique, et on accompagnera cette politique, on déploiera cette politique autant qu'on nous le permettra. Si, comme tu disais tout à l'heure, des scénarios, le scénario du pire se projetait à nouveau, on serait peut-être amené à des décisions, mais là, en tout cas, nous accompagnerons nos clubs, encore une fois, dans la bienveillance, dans l'empathie, en donnant tous les moyens que nous pouvons. Le président Laporte a débloqué un plan de 35 millions de soutien sur la première partie de la crise. Maintenant, c'est clair, il y a une deuxième partie de la crise. On n'en voit toujours pas la fin. Il va falloir peut-être déployer d'autres énergies, d'autres ressources, d'autres moyens, en tout cas, que ce soit réglementaire, financière. Mais ce qui est sûr, c'est que ce que nous avons fait dans un premier temps, aujourd'hui doit être repensé parce qu'on voit bien que la crise dure et qu'il faut être encore plus aux côtés de nos clubs. Et on sera aux côtés de la fédération pour relayer ces informations. Serge Simon, merci beaucoup de t'être exprimé encore une fois sur Rugby Amateur. On apprécie, on souhaite bien du courage aux instances et on se dit donc à très bientôt. À très vite pour des bonnes nouvelles. Oui, merci. Merci, au revoir. Au revoir.